Alors aujourd'hui je réponds aux commentaires de YOLO qui a été fait sur ma chaîne principale sur la vidéo de Google que j'avais sortie juste avant le Google I.O. Les news sur Google sont sorties, il faudrait une vidéo match retour pour avoir ton avis. Je trouve qu'ils redressent la barre et rattrapent leur retard sur le moteur de recherche. Eh bien, moi je suis pas d'accord. Bon, sachant que sur la vidéo en question, à titre personnel, j'étais pas du tout en train de descendre Google, même si j'ai toujours un ton un petit peu sarcastique. Le but c'était surtout d'expliquer qu'il y a une très forte incertitude sur ce qu'est devenu Google. Et là je vais vous montrer comment on fait pour avoir une démarche un petit peu structurée pour en arriver à cette conclusion que j'ai eue moi de mon côté. Alors une démarche d'analyse un petit peu structurée, eh bien moi je la faisais dans mon coin, j'ai partagé pas mal de principes sur la chaîne principale pendant quasiment 3 ans, et maintenant en fait j'ai essayé de rendre ça disponible sur un site internet qui permet de structurer tout ça. Alors sur ce logiciel on retrouve une thèse qui a été écrite sur Google, donc évidemment le premier principe si vous voulez avoir un avis sur Google, c'est que vous devez être capable d'écrire sur quelque chose comme Google une petite histoire, ça c'est la méthode Peter Lynch. Vous devez être capable de présenter le cœur de métier de l'entreprise, les différents segments auxquels elle s'attaque, à savoir quelles sont les poches de clientèle et de marché auxquelles elle essaye de vendre des produits et services. Et bien sûr, le plus important, l'avantage compétitif, comment elle se protège de la concurrence, pourquoi elle peut faire des grosses marges et pourquoi personne ne peut venir essayer de vendre des produits concurrents moins chers. Vous connaissez tout ça, on ne revient pas dessus pour Google, c'est pas le sujet. Mais en gros, le premier principe de Snowball, c'est quand même d'avoir ce genre de thèse accessible, comme ça à tout moment vous pouvez revenir dessus, et c'est pas de l'information financière façon Yahoo, c'est la petite histoire de Peter Lynch, c'est le cercle de compétences de Warren Buffett, comprendre, expliquer à quelqu'un en moins de 5 minutes ce que fait l'entreprise et pourquoi elle fait de la marge et pourquoi personne ne peut lui prendre son business. Alors là, la thèse sur Google, elle existe, et si elle n'existe pas, eh bien Snowball, ça reste d'abord un logiciel, avant d'être un lieu communautaire de partage d'idées. C'est un endroit où s'il n'y a pas l'idée que vous voulez, eh bien vous pouvez la créer vous, et vous n'êtes même pas obligé de la partager, vous pouvez la garder dans votre liste personnelle, comme un pense-bête, simplement pour pouvoir la classer vis-à-vis de vos autres idées. Et comme vous pouvez le voir, eh bien moi aujourd'hui, mon analyse de Google, je suis à peu près sûr à 90% des points de la checklist qu'on va voir ensemble, à savoir l'ensemble des critères que vous recommandent de suivre les meilleurs investisseurs de la planète. Voilà, ils ont écrit des bouquins, ils se sont exprimés dans des interviews, ils en parlent à tous les tournants. Quelles sont leurs méthodologies pour analyser si oui ou non une entreprise est qualitative. Et grosso modo, c'est quand même assez simple à appliquer parce que, alors simple, hein, vous connaissez la chanson, ça veut absolument pas dire que c'est facile. Simple, ça veut dire que le concept de ces checklists, c'est un peu simplement de jouer à tu préfères. Est-ce que tu préfères une entreprise qui est gérée par le patron fondateur qui joue sa peau parce qu'il y a tout son argent dedans, ou par un salarié qui sort de nulle part. Donc vous voyez, sur une question aussi simple que ça, le tu préfères, il est extrêmement simple. Mais forcément, il y a 3 choses. Il y a quelque chose qui est mieux, il y a quelque chose qui est moins bien, et il y a la 3e option, c'est que vous ne savez pas parce que vous ne vous êtes pas renseigné. Alors moi, pour en arriver à la conclusion que j'ai sur Google, qu'elle n'est pas au top de la qualité pour moi ou que j'ai encore de l'incertitude, c'est parce que déjà, même sur cette première catégorie du cercle de compétences, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de Warren Buffett qui vous explique en gros que vous êtes capable de faire le minimum sur une entreprise, à savoir, premièrement, d'expliquer comment cette entreprise vend quelque chose à des clients. Et donc vous inversez le problème et vous vous posez la question, pourquoi les clients vont voir cette entreprise? Alors moi là j'ai presque envie de dire que j'ai envie de basculer sur je dois me renseigner. Parce que historiquement, vous savez très bien, les gens allaient sur Google, et c'était pas les utilisateurs, ça tout le monde le sait. Les utilisateurs, pour eux, c'était gratuit, et quand c'est gratuit, c'est toi le produit, et vous étiez le produit des annonceurs. Les annonceurs, eux, ils donnaient énormément d'argent à Google pour être visibles, alors soit sur Maps, soit en haut des résultats de recherche. On rentre pas trop dans les détails, mais vous comprenez le délire. Et ça, c'était quand même 70% des revenus de Google jusqu'à il y a quelques années, ça allait encore. Le gros souci, c'est que ces gens qui payaient au clic commercial, hein, vous allez sur la barre de recherche Google, vous tapez quoi que ce soit, mais pas YouPorn, parce qu'a priori, dans 4 jours, vous n'avez plus le droit d'y aller en France. Mais en allant sur Google, si vous tapiez quelque chose et que parmi les premiers liens sponsorisés,
vous alliez sur le lien qui vous est proposé, c'était uniquement là où l'annonceur devait payer Google. Ça, c'était quand même 70% des revenus. Et là, sur ce sujet-là, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, Google a arrêté de rapporter la statistique des paid clicks, c'est-à-dire son cœur de métier, la vente de clics payants aux annonceurs. Ça s'est mis à décliner et Google a arrêté de rapporter cette statistique. C'était quand même complètement effarant qu'on en arrive là. Après, c'est mon avis personnel, hein. Il y en a qui regardent juste le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il était plus bas, maintenant il est plus haut. Ça augmente, on peut fermer les yeux et faire confiance à Sundar Pichai et son énorme tub, hein. Ça, c'est leur avis, hein. Bref, vous comprenez comment on compile ce genre de critères, d'où ils viennent, et en gros, vous commencez à comprendre que ça n'a strictement rien à voir avec le pur financier. En fait, les critères purs financiers, ils sont un petit peu plus loin. On les retrouve dans ce qu'on surveille au niveau de la finance, mais les critères financiers, c'est grosso modo 6 sur 31. Donc vous voyez quand même le ratio sur lequel la plupart des gens se concentre historiquement pour l'investissement boursier, qui est de faire des projections de prix, des projections de bénéfices, de l'étude historique de rentabilité, de marge, peu importe, tout cet univers-là financier. Si vous êtes sur cette chaîne, en général, vous êtes déjà très connaisseur de ce genre de choses, mais quand on fait la démarche de ce qui est recommandé par les investisseurs historiques, Warren Buffett, Monish Pabrai. Alors je crois que Monish Pabrai, par exemple, qui a un fonds d'investissement en Inde, lui, sa checklist personnelle, c'est plus de 80 critères. Donc moi, j'en ai compilé pas mal, je les ai rassemblés, mais grosso modo, c'est vraiment la démarche. C'est ce qu'avait Charlie Munger, c'est ce qu'a Warren Buffett. Warren Buffett, j'ai jamais compris s'il faisait tout de tête ou s'il avait un petit peu d'écrit. Mais ce que je sais, c'est que Charlie Munger en avait une, Guy Spears en a une, et puis Peter Lynch en avait une, et c'est écrit dans leur bouquin, hein, donc vous pouvez quasiment retranscrire leur méthode de cette manière-là. Maintenant, c'est accessible et vous le remplissez. Donc les catégories, elles sont très simples, le cercle de compétences, la position concurrentielle et les barrières à l'entrée, très important, à savoir que, évidemment, le business ultime que tout le monde connaît sur la planète, c'est celui du monopole. En gros, vous vous mettez devant un pont et pour que les gens passent, ils vous payent quelque chose, sinon vous les tapez. Hein, c'est ce qu'on fait depuis le Moyen-Âge. Ça s'appelle le monopole. Mais vous comprenez le principe, avec l'ensemble des questions qui sont dans cette catégorie, on va essayer de comprendre si oui ou non les produits et services proposés par une entreprise sont remplaçables aujourd'hui et s'ils sont, par exemple, vulnérables à l'arrivée de nouveaux entrants capables de les disrupter. Et moi j'ai envie de dire, concernant Google, oui. Parce que Google aujourd'hui, à part sur son business de search, où ils avaient le monopole indiscutable et 70% de leurs revenus, malheureusement tous les autres business où ils essayent de gagner de l'argent, y compris celui de l'IA, ils sont en position concurrencée. Sur la voiture autonome, il y a Tesla et il y en a plein d'autres. Sur le cloud, ils sont que 3e. Sur l'Android, c'est très bien, mais il y a quand même l'iPhone, il y a quand même des smartphones chinois. Ils sont dans des endroits hyper concurrentiels, même si c'est souvent des formes d'oligopole. Par exemple, sur le cloud, ils sont en concurrence, mais ils ne sont pas en concurrence avec le marchand du coin. Ils sont en concurrence juste avec Microsoft et Amazon principalement. Mais en Chine, ils sont en concurrence avec Alibaba s'ils veulent s'installer là-bas et ils n'ont même pas le droit. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Voilà, j'ai coupé au montage parce que je suis pas Jean-Claude Van Damme, mais j'adore l'eau. Alors, sur la catégorie de la position concurrentielle, on va pas rentrer dans tous les détails, je voulais vous montrer le principe. Il y en a un qui est très intéressant, celui-là il viendra de Warren Buffett, c'est le critère numéro 3. Il est un petit peu compliqué, donc celui-là je vais vous le détailler. Si un acteur disposant de ressources importantes, alors un acteur, pas un acteur de cinéma, désolé, je voulais pas faire une blague pourrie, on arrête là. Si un acteur disposant de ressources importantes, argent, technologie, influence, pouvoir, décidait de créer un concurrent équivalent ou supérieur. Voilà, donc quelqu'un, Jeff Bezos, Apple, disent on va faire un concurrent à Google. On va répliquer tout ce qu'ils font, on le fait nous-mêmes. Est-ce qu'ils pourraient le faire en moins de 10 ans?
avec tous les pouvoirs politiques, influence, financiers. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est faisable en moins de 10 ans? Et le deuxième point, c'est est-ce que c'est faisable pour un coût inférieur à la capitalisation de Google? Parce que les gens qui auraient le pouvoir de concurrencer Google ou n'importe quelle entreprise, ils vont pas le faire bêtement. S'il faut qu'ils mettent 2000 milliards pour concurrencer Google, alors que Google est achetable à 1500 milliards, je ne sais pas où ils en sont de la market cap, mais vous avez compris le principe, ce serait un investissement non rentable. Autant investir dans Google plutôt que de créer un concurrent qui coûte plus cher que ce que coûte Google. Voilà, donc ça c'est le sens de ce critère. Ce critère, il vient de Warren Buffett, et c'est comme ça qu'il avait évalué la valeur de la marque Coca-Cola. Donc quand vous vous posez par exemple la question de quelle est la valeur de la marque Coca-Cola, il y a deux moyens, c'est d'essayer de comprendre la plus-value qu'il y a dans le prix du Coca-Cola par rapport à une boisson lambda, et vous décomptez la valeur du delta de prix comme étant la justification de la valeur de la marque. Et la deuxième méthode, celle qu'avait utilisée Warren Buffett, c'était en fait d'essayer de comprendre si lui voulait faire un concurrent à Coca-Cola, combien devrait-il investir, parce que lui il a les moyens, et il se pose la question dans ce sens-là, combien il doit investir pour créer le concurrent. Donc les usines, il aurait pu les avoir, le réseau de distribution, ça aurait mis du temps, mais il aurait pu l'avoir, et à la fin il restait la marque et l'image de marque. Et ça, il s'était rendu compte que même s'il dépensait 100 milliards, vous divisez 100 milliards par le nombre de campagnes de pub que vous voulez faire, et en fait, vous tombez sur le fait que vous pouvez faire 1/10 des campagnes de pub qu'a fait Coca-Cola historiquement pour la market cap de Coca-Cola. Et donc, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas la capacité de répliquer la marque Coca-Cola, sauf à dépenser 5 à 6 fois le prix d'achat de la société Coca-Cola tout entière. Donc à la fin, ça n'a pas de sens. Autant acheter Coca-Cola, et si celui qui voudrait essayer de créer un concurrent, il va dépenser tellement d'argent que ça n'aurait aucun sens économique. Et donc il avait valorisé la marque Coca-Cola de cette manière-là, en se posant la question, combien faut-il investir pour créer cette marque en partant de zéro? Voilà, vous avez compris le principe. Donc bref, à la sortie, vous avez quand même compris le jeu auquel on est en train de jouer. On est en train de structurer une suite logique de questions assez bêtes sur tu préfères être dans telle situation ou dans telle situation. C'est des jeux, des vues de l'esprit sur savoir ce qui serait le plus rationnel de faire pour un concurrent, s'il va essayer de le faire. C'est se poser la question sur le comportement des clients. Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont partir? Quelles sont leurs motivations à rester? Quelles sont leurs motivations ou leurs contraintes qui les empêchent de partir? C'est ce genre de questions que la checklist permet d'établir de manière structurée. Alors la catégorie suivante, c'est les perspectives long terme et de durabilité. Est-ce que le produit ou le service est à caractère intemporel? Est-ce que le succès de l'entreprise se construit aux dépens d'une des parties prenantes? Par exemple, la cigarette, ça se construit comme succès aux dépens de la santé des clients. Est-ce que le secteur est fortement réglementé? Oui ou non? À nouveau, la cigarette, c'est fortement taxé et c'est réglementé. On n'a pas le droit de faire de pub comme ça, il n'y a plus les paquets avec le marketing. Enfin, vous avez compris la chanson. Est-ce que l'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels clairs? Est-ce que ces avantages se renforcent avec le temps, etc. etc. Donc moi, avec Google, il y a des points positifs, des points négatifs. Moi, ce que je pense, c'est qu'en ce moment, l'avantage concurrentiel de Google, il est clair. Par contre, ils ne se renforcent pas avec le temps. Au contraire, ils se font rattraper par de la disruption, par l'IA qui remet en cause leur business model, etc., etc. Donc à chaque fois, je fais un arbitrage. Là, sur Google, je suis plutôt capable de répondre à toutes les questions, ce qui augmente mon niveau de certitude, mais certaines questions auxquelles je réponds diminuent le niveau de qualité parce que j'estime que le critère est défavorable à Google. Alors on arrive sur les critères financiers et Google les remplit à peu près tous. En général, l'auteur qui a rempli la cartographie d'une action sur Snowball, il a fait l'effort de remplir la catégorie des critères financiers dans la carte de l'action. Ici on a une croissance forte supérieure à 12%, rentabilité exceptionnelle de 20%, ça c'est la marge.
Le retour sur capitaux mobilisés, capitaux investis, ça c'est quel est l'argent, la marge nette ramenée à l'ensemble des capitaux mobilisés. Capitaux provenant de l'equity, ce que possèdent les actionnaires, et capitaux financés par la dette. En gros, c'est les moyens mis en jeu par le business. Google va chercher 15% de rentabilité sur les moyens mis en œuvre pour faire tourner le business. Ça fait partie des niveaux qui sont excellents quand on est au-dessus de 15%. Alors Google est peut-être même à 20%, on s'en fout, à partir de 15%, c'est excellent. Le bilan, ce qu'on appelle le bilan, c'est la fragilité vis-à-vis de la dette, à savoir est-ce que la dette de Google est couverte par moins de 3 ans de cash libre. Le vrai cash correspondant au bénéfice, mais en comptant vraiment le cash qu'on a dans la trésorerie, déduit de tous les investissements qu'on doit assumer. Ce cash libre, est-ce qu'on peut rembourser la dette en moins de 3 ans? À ce moment-là, on est dans une bonne situation. Et quand on est en dessous de 6 mois, on est dans une situation excellente, ce qui est le cas de Google. Donc Google a clairement une cartographie financière classique. Ce genre d'informations financières qui sont compilées dans ces catégories-là, vous pouvez les déduire de tous les sites financiers. Yahoo Finance, que vous voulez, tout le monde va vous dire que tout ça c'est excellent, mais tout le monde le sait. Le problème, c'est que tout ça provient de la santé financière de Google historique, qui est en train de changer par rapport, inversement, à toutes les questions business qu'on se pose depuis tout à l'heure, même si je ne les ai pas fait une par une, vous avez compris le principe. Et là, évidemment, dans la catégorie finance, j'ai à peu près écrit que Google était au top dans toutes les catégories, sauf une, parce que, évidemment, aujourd'hui, en ce moment, Google a énormément de CAPEX. Alors le CAPEX, c'est quoi? C'est la somme d'argent dépensé chaque année dans les investissements. Il y a 2 types d'investissements pour une entreprise. Celui qui relève de l'investissement de croissance. Si vous êtes McDo et que vous avez 1000 restaurants et que vous faites du CAPEX, vous pouvez avoir de la dépense pour créer 1000 autres restaurants et aussi de la dépense pour rénover les 1000 restaurants existants. Donc normalement, la notion de CAPEX, c'est plutôt de se poser la question, c'est quoi les dépenses d'entretien et de maintenance? Parce que si vous faites de la dépense d'investissement, et dans le cas de McDonald's, on sait que vous doublez le nombre de restaurants, a priori vous allez doubler le nombre de chiffres d'affaires, le total du chiffre d'affaires, parce que vous avez doublé le nombre de restaurants. Vous choisissez un petit peu vos emplacements, tout n'est pas exactement égal, mais vous avez compris le principe. Là, avec Google, le CAPEX a 2 problèmes, c'est qu'il faut évidemment du CAPEX de maintenance, et historiquement, le CAPEX de Google était extrêmement faible, parce que c'était une entreprise, grosso modo, de logiciels qui n'avait pas beaucoup de dépenses en infrastructure. Sauf que maintenant, la bascule vers le modèle économique de l'IA, c'est énormément de dépenses en infrastructure. Donc Google pourrait devenir une entreprise beaucoup plus intensive en capital, et donc il y aura beaucoup plus de maintenance dans le futur, et en plus, vu que c'est un pari sur l'avenir, vous faites tous ces investissements parce que vous projetez des revenus que vous allez toucher d'abonnement à Gemini ou ce que vous voulez, mais déjà on n'en sait rien, il faut que les clients adhèrent, et en plus il y a la concurrence. Et aujourd'hui, personne ne sait si dans l'IA, il y aura un phénomène de ce qu'on appelle le gagnant prend tout, ce qui s'est passé pour Search, des moteurs de recherche. Il y en a toujours eu des dizaines au départ, et à un moment donné, il y a des gagnants qui sont détachés, et la nature du business fait que, sur ce genre de sujet, à la fin, le gagnant prend tout. C'est pareil avec Facebook, c'est pareil avec plein de business où il y a un gagnant qui monopolise la majeure partie du business. Aujourd'hui, personne ne sait si dans l'IA, il y aura un gagnant qui prendra tout. Ou si finalement, les gens vont changer de fournisseur IA, un petit peu comme on change de fournisseur streaming aujourd'hui, parce que Netflix, à un moment donné, ça nous gonfle, on passe chez Amazon, ou alors on se remet à télécharger sur Internet. Enfin, vous avez compris le principe. Il y a vraiment des business, et là, pour le coup, celui de Google avec l'IA, on ne sait pas trop où ça va. Le CAPEX d'investissement pour l'IA et le CAPEX de maintenance va augmenter pour maintenir toute cette infrastructure. Liste de critères suivants, le management. Bon, vous avez compris, si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez quand même pas mal le principe, mais au moins vous comprenez qu'il y a le questionnement structuré
sur tous les aspects qui doivent être mentionnés quand on essaye de comprendre si le management est de bonne qualité ou pas. Est-ce qu'il est intègre, transparent? Est-ce qu'il a ses intérêts alignés avec les actionnaires? Est-ce qu'il fait une bonne allocation de capital? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements comptables significatifs qui font que et le free cash flow et le bénéfice de l'entreprise sont en fait tous les deux mensongers? Bref, le dernier, celui qui est moins connu, voilà, c'est peut-être le seul dont on va parler, c'est de savoir si le management résiste aux effets de mode et s'il prend des décisions indépendantes. Alors ça vient à nouveau de Warren Buffett et il appelait ça différemment en anglais, je ne sais plus comment c'est. S'il y en a qui le savent, vous pouvez le noter en commentaire. C'était l'impératif institutionnel. Est-ce que les managers résistent à l'impératif institutionnel? Donc ça, grosso modo, par exemple, c'est tous ceux qui sont tombés dans le délire ESG. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, il y a une mode, faut tout basculer en mode ESG, faut tout basculer en mode board diversitaire, parce qu'il y a des modes et on va suivre la mode, et il y a trop de pression, il y a la pression des banques, il y a la pression de ci, il y a la pression de groupes d'actionnaires, il y a la pression de lobby, et à un moment donné, c'est une sorte de pression institutionnelle où on a l'impression que tous les managers sortent du même moule et prennent tous les mêmes décisions, parfois à contresens de ce qu'ils auraient dû faire dans l'intérêt de leur propre business. Moi j'ai vu ça chez Disney, on a vu ça à plein d'endroits, on a vu ça chez Jaguar, quoi. Alors Jaguar, ils nous ont fait la catastrophe qu'on connaît tous il y a 6 mois, ou peu importe, vous vous rappelez leur pub catastrophique, où sous prétexte de mode du moment et de pression qui vient sur les épaules des managers pour suivre la mode du moment, d'un coup on nous sort une histoire de faut changer le logo, faut changer la marque, faut changer la couleur, faut changer tout le monde, faut changer de clientèle, sauf qu'à la fin t'as tout coulé ton business, quoi. Donc ça c'est historique, hein, c'est pas lié à ce qu'on a vu depuis les 5 dernières années avec tous les trucs délirants qu'on a vu dans le business, diversité, ESG, ok. Historiquement ça a toujours posé un problème, le fait, parce qu'à l'époque par exemple dans les années 90, la grande mode c'était les merger and acquisition. C'est pas forcément des modes entre guillemets réellement publicitaires ou de positionnement. Des fois c'est des modes financiers. Alors il fallait faire du merger and acquisition, il fallait grossir en rachetant, et puis il fallait faire des méga groupes selon le fantasme qui n'a jamais eu lieu, que si tu rassemblais 2 entreprises, tu allais faire des économies d'échelle parce que tu rassemblais 2 entreprises et tu pourrais rationaliser une structure managériale où tu dépenses moins d'argent pour le management par rapport à tout le business que tu génères en dessous. Ils n'ont jamais gagné 1 euro. Mais à un moment donné, c'était la pression. Voilà, toutes les entreprises faisaient du merger and acquisition. Ça existe toujours, ça marche des fois, mais il fut un temps où c'était la mode et où c'était pas forcément dans l'intérêt de toutes les entreprises. Ça, c'était quand même un critère qui est moins connu que les autres sur le management, où à nouveau, voilà, moi j'ai essayé de mettre dans la liste des critères qui sont accessibles sur le site cet ensemble structuré. Vous le connaissez pas, vous vous mettez, je dois me renseigner. Et puis vous savez qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous renseigner. C'est aussi simple que ça quand on doit se renseigner. Alors, valeur et discipline, là c'est la valorisation, estimer la valeur, discounted cash flow, on rentre pas dans le détail aujourd'hui. Avez-vous intégré une marge de sécurité, 25%? Alors évidemment ça on peut l'ajuster, hein. Au plus justement, au plus on a de certitude, au plus la qualité est bonne, au plus on peut réduire la marge. Voilà, je vous fais pas un dessin. Principe de Charlie Munger, seriez-vous prêt à investir de manière significative si le prix est bon? Parce que vous allez vous rendre compte, moi c'est mon problème. Alors pourquoi c'est mon principal problème? Parce que à titre personnel, je suis en retraite par capitalisation depuis 18 ans. Donc moi si vous voulez, la bourse c'est pas un hobby, quoi. Je joue ma vie depuis 18 ans et je joue mon futur et le bien-être de ma famille, ça se passe en bourse, quoi. Donc si vous voulez, je peux pas trop déconner. Donc je me suis beaucoup renseigné pour essayer de faire ça de manière intelligente, et j'essaye de vous partager cette méthode structurée sur ce site
et il va s'améliorer de plus en plus parce que j'ai encore plein de choses à mettre en place qui suit la méthodologie que j'ai appris des meilleurs auprès desquels je me suis renseigné. Mais si vous voulez, à la fin ça marche bien. Alors marcher bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'applique ces principes-là dans la vraie vie, business, boulot, formation, tout ça c'est de la valeur. Combien je dépense de temps et d'argent pour avoir une formation, combien elle me ramène de salaire en plus derrière. Vous faites un calcul de valeur, vous faites un calcul de certitude, vous faites des petits critères, tu préfères ça ou ça, et à la fin, il y a plein de choses où moi j'ai dépensé 1 ou 2 ans de ma vie, 10 ou 20 000 euros, et où à la fin, ça m'a ramené la rentabilité que j'aurais eu dans l'immobilier pour 100 000 euros. Et le problème, en fait, c'est que pour moi, le risque, il est dans ce que je n'ai pas gagné et que j'aurais dû gagner. Aujourd'hui, quand je fais l'inventaire de pas mal de choses à côté desquelles je suis passé, ou alors que j'ai saisi mais pas suffisamment en misant trop peu, j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table alors que j'étais censé faire ce coup. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de très pesant. Donc, à un moment donné, si vous avez un doute sur un investissement et que vous vous dites, même s'il est de qualité, ou il y a quelque chose qui vous gêne et que vous répondez non à ce critère, ça veut aussi dire qu'il ne faudra pas trop perdre de temps là-dessus parce qu'à un moment donné, vous êtes censé un petit peu y aller costaud quand vous avez des convictions. Et à la fin, c'est le dernier critère, à savoir quand vendre, et c'est sur celui-là c'est pour ça qu'il faut aussi revenir régulièrement sur la checklist. Un événement majeur concernant le MOT, la concurrence ou les besoins du produit à long terme remet-il en cause votre confiance dans la thèse d'investissement? Eh bien moi j'ai envie de me mettre sur Google, je dois me renseigner parce que l'événement majeur évidemment c'est l'IA, le MOT on ne sait pas trop où il en est avec l'IA, la concurrence il y a tout qui change, les besoins du produit on ne sait pas trop ce qu'il en est pour l'avenir de Search, bref c'est la bascule et c'est ce que je disais dans ma conclusion sur la vidéo Google de la chaîne principale. Google c'est très bien mais en fait on ne sait pas trop ce que c'est en ce moment. Voilà, du coup, je sauve la checklist. Alors après, on pourrait faire rapidement une valorisation ensemble. Donc si je vais sur l'onglet valorisation, donc là l'idée c'est de faire du pur financier. Donc je vais rentrer le bénéfice par action, on le fait à la va-vite. Donc le bénéfice par action, excusez-moi, je regarde derrière parce que la caméra a planté tout à l'heure, ça me gonfle complet. 8 pour le bénéfice par action et je crois que Google est dans les 170. Donc rendement souhaité, moi je mets 10%, pourquoi? Parce qu'on est censé pouvoir avoir du 8, 9, 10 avec le SP500, donc faire du 10% avec une action qu'on achète en direct, c'est vraiment le minimum, parce que sinon en fait ça n'a pas de sens comme démarche. Durée minimum de détention, sur Google je pense qu'il y a beaucoup trop de changements en ce moment pour essayer de projeter n'importe quel bénéfice sur des dizaines d'années, donc je pense qu'on va rester sur du 5 ans, et c'est là qu'on arrive sur la croissance moyenne des bénéfices de Google. Alors, si Google est entre guillemets une entreprise qui peut faire du 20% de bénéfices parce que ça se passe très bien pour eux, du 20% de croissance des bénéfices, parce que ça se passe très bien pour eux dans les 5 ans qui viennent, ce sera le scénario optimiste. On peut peut-être monter... Allez, on va en rester à 20%. Par contre, pessimiste, je garde 8%. Donc pourquoi je garde 8% pour le pessimiste? Parce qu'en fait, 8% de croissance des bénéfices, c'est déjà vraiment pas mal. Mais malheureusement, je veux dire, chez Apple, en ce moment, ils ont beaucoup de mal à faire de la croissance de chiffre d'affaires. Ils se rattrapent sur la croissance des bénéfices, parce que tout n'est pas toujours corrélé. Mais ça peut subitement caler. Donc là, on sait que Google est dans une zone d'incertitude, où il y a une bascule entre l'IA et Search. On va voir ce que ça donne. On peut mettre un scénario où ça se passe bien, mais pas très fort. Et pour moi, 8%, ça veut dire que ça se passe bien, mais c'est plus l'entreprise à 20% de croissance des bénéfices qu'elle fut à un certain temps. Et du coup, il y a le ratio cours-bénéfice qu'on estime être celui auquel on pourra vendre l'action dans 5 ans. Donc dans 5 ans, le bénéfice aura augmenté,
vous allez voir en fait tout le texte que je suis en train de vous faire, il est résumé en dessous. Et on pourra vendre l'action. Et moi je me dis que si ça s'est très mal passé pour Google, peut-être il va y avoir une baisse de confiance jusqu'à un price to earning de 12, parce que si Google commence à perdre de l'argent, ça peut vite conduire à une perte de confiance des investisseurs. Rappelez-vous de Meta, quand Meta a gaspillé son argent dans le métaverse, les gens se sont dit, Mark Zuckerberg brûle son cash, qui normalement revient aux investisseurs, dans cette histoire de métaverse. Or, ça ne marche pas, donc les gens sont partis de manière rationnelle. Ils n'ont pas paniqué. Ils se sont tous dit, mais d'où ce gars, moi qui suis actionnaire des revenus publicitaires de ces plateformes de réseaux sociaux, d'où ce gars m'empêche de profiter de ce bénéfice et l'investit dans un métaverse qui n'a aucun sens pour eux. Alors qu'il a qu'à monter une autre start-up, comme a fait Elon Musk. Il a monté Starlink, qui est une boîte différente de Tesla. Il n'a pas lancé des satellites directement avec le bénéfice de Tesla en réallouant ce bénéfice qui normalement appartient aux actionnaires. Voilà, ça il faut quand même le comprendre. Parce qu'à un moment donné, un PDG, il manipule l'argent qui appartient aux actionnaires. Et lui aussi, souvent, fait partie des actionnaires, mais normalement, il est censé protéger l'intérêt de tous les actionnaires. Zuckerberg, il a que 17% de Meta, il a réussi à conserver le droit de vote sur la majorité, donc il fait ce qu'il veut, mais l'intérêt des actionnaires, c'était clairement posé à l'époque. On pourrait avoir un phénomène un petit peu identique sur Google, comme sur le métaverse de Zuckerberg, où si les gens se mettent à flipper, voilà, le price to earning dans 5 ans, il se casse la gueule de pessimisme. Inversement, peut-être ça monte à 32, 33, parce que ça se passe très bien pour l'IA, ce qui nous donnerait un ratio cours sur bénéfice de 22, qui est plutôt pas mal dans la moyenne historique du SP500, donc on part là-dessus. Et voici la cartographie de résultats que j'enregistre pour Google. Alors où est mon Google ? Google moyen terme, voilà, sauver mon résultat. Donc là je sauve mon résultat, donc vous voyez j'ai fait tout l'effort structurel de la checklist dans le bon ordre, ceux dont je suis sûr, ceux dont je suis pas sûr, pour ceux que je suis capable de répondre la qualité, pas la qualité. Maintenant je fais la valo, pessimiste, moyen, optimiste, donc on arrive un petit peu au bout de la démarche. Je tombe sur un résultat moyen de 210. Alors Google en ce moment est à 170, donc on va lire le résultat. Comment lire ce résultat? Selon vos paramètres, le bénéfice actuel de 8 $ devrait croître de 14% par an et atteindre 15,4 $ total dans 5 ans. Le cours de l'action serait alors 22 fois les bénéfices, soit 339 dans 5 ans. Sauf que nous, si on veut vendre Google 339 $ dans 5 ans, d'ici là, on veut avoir un rendement de 10%. Donc la formule des intérêts composés s'applique. Pour obtenir 10% par an de rendement souhaité, le prix d'achat juste pour cette action serait aujourd'hui de 210. La relation entre 210 maintenant et 339 dans 5 ans, c'est une courbe en intérêt composé de puissance 10. Non, de puissance 5 ans et 1 plus 10% de l'intérêt visé, exposant le nombre d'années. Donc ça c'est ce qu'on vient d'établir. Le prix juste pour nous, c'est 210, et après on met de la marge de sécurité. Donc là, vu toutes les incertitudes qu'il y a, moi j'ai bien envie même de monter, mais peu importe. Je mets 25, c'est un peu mon standard. Rebelote, je l'ai chopé dans des livres, je ne sais plus si c'était Peter Lynch ou peu importe. Mais en appliquant la marge de sécurité de 25% sur le résultat de 210, j'ai une estimation finale à 158, 160, ce qui était ma conclusion dans la vidéo. Google est à un excellent prix, c'est juste que Google, on ne sait pas ce que c'est, et ça correspond exactement au résultat de ma démarche. C'est la valeur que je calcule, mais j'ai de l'incertitude et j'ai du manque de qualité dans certaines réponses que je suis capable de donner sur Google, parce que je ne sais plus où ils en sont. Donc, en appliquant une marge de sécurité de 25%, votre estimation finale est de 158, avec un scénario pessimiste de 88, ce que j'avais répondu sur Twitter à mon collègue, je ne sais plus comment il s'appelle,
au moment où il y avait débat sur Google, moi j'avais dit Google, pessimiste 90. Voilà. Il m'avait dit ouais, t'abuses un peu. Ok, peut-être j'abuse, mais vous voyez le résultat sous vos yeux. Comment je suis arrivé à ce 88? J'ai simplement dit, bah, si finalement les bénéfices croissent, j'ai même pas dit que Google perd de l'argent, j'ai dit Google gagne de l'argent maintenant. Dans 5 ans, ils en gagneront plus. Ils en gagneront plus de combien? Eh ben, d'une croissance des bénéfices de 8%. J'ai pas du tout dit qu'ils allaient perdre de l'argent. J'ai dit ils vont gagner plus d'argent et ça va croître seulement à 8%. Et les gens vont peut-être avoir une panique sur l'IA similaire à Zuckerberg et les métaverses. Et on aurait peut-être un PI de 12. À ce moment-là, on est à 88. Et ça, c'est quand même un scénario pessimiste. Il n'est pas si pessimiste que ça. On parle juste d'une petite panique sur le price to earning. Sachant qu'en 2023, le price to earning était tombé à 15. À l'époque, j'avais acheté à 15. Et j'ai revendu un an plus tard ou 2 ans plus tard avec 40% de bénéfice. C'était avant qu'ils déconnent à plein tube sur les retards qu'ils ont eu sur l'IA. Et bien sûr, le cours actuel de l'action, qui est de 170, me donne 7% de marge négative sur mon estimation finale, à savoir que moi j'aimerais payer Google 158 dans mon scénario de base avec 25% de marge, et déjà le prix est un petit peu trop cher. Donc déjà on est plutôt du côté optimiste de mon résultat. Et si je retourne, voilà, donc j'ai sauvé ce résultat, je vais m'en assurer, voilà, sauvé. Et donc je retourne dans ma liste d'idées. Donc vous voyez, le bénéfice de cette démarche, que moi j'ai toujours conduit de mon côté, ça va être, alors je vais un petit peu agrandir la fenêtre parce que là il y a des défauts d'affichage. Voilà. Donc le bénéfice de cette démarche, il est déjà intrinsèque sur une action. Vous voyez, on a fait beaucoup de travail. On a quand même potentiellement passé 45 minutes à 1 heure ensemble et je suis passé très vite sur pas mal de critères. Mais maintenant, ce travail-là, il est fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce travail il est fait? Ça veut dire que j'ai la thèse, elle est sauvegardée dans ma liste. Je peux aller relire la thèse de Google tout le temps et l'auteur peut me la commenter à sa guise pour me donner des informations supplémentaires. J'ai fait ma checklist coefficient de certitude, j'ai établi une valorisation qualité par rapport aux réponses que j'ai données. J'ai donné une valorisation financière par rapport à la connaissance que j'avais de comment ça pouvait se passer au niveau des price to earning, de l'horizon d'investissement, de la croissance des bénéfices, du bénéfice actuel projeté. Vous avez tout vu. Et maintenant, Google rejoint la liste de toutes mes idées sur laquelle j'ai aussi fait ce travail-là. Et déjà, la première chose que je demande moi à ma liste d'idées, en général, c'est plutôt de la filtrer par maîtrise descendante. Alors maîtrise descendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préfère d'abord avoir en haut de ma liste des entreprises où je suis capable de répondre à 100% des questions. Cela, chez Google, vous avez vu, j'ai gardé des « je dois me renseigner »,« j'hésite, je suis pas sûr ». Là, en haut de ma liste, moi j'en ai 2 où je suis à 100%, c'est Texas Pacific Land, on en parlera une autre fois, et Anxian Yuan China Holding, un cimetière en Chine. Donc là, sur ces 2-là, je réponds à 100% des questions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont à 100% de qualité, ça veut dire que je n'ai aucune ambiguïté sur mes réponses. Et sur ces 2 réponses-là, j'ai du... Alors, vous voyez, évolution AB, je suis capable de répondre à beaucoup de questions, mais beaucoup d'entre elles sont négatives. Et donc, elle a que 77% de qualité. Et donc, à la sortie, je peux avoir ça, les entreprises où je suis le plus sûr et où il y a suffisamment de qualité et où le prix est accessible. Comme ça, je sais que demain, si j'ai de l'argent à investir, a priori, c'est dans celle-là que je suis censé le mettre. Le problème de celle-là, c'est que ça fait longtemps qu'elle est en haut. J'ai pas non plus envie de monter à plus de 10% du portefeuille. Et après, je peux filtrer par qualité descendante. Et là, voilà, j'ai vraiment les entreprises les plus qualitatives que j'ai pu juger moi, où j'ai fait le travail qu'on a fait avec Google de manière approfondie. Alors, quel est le souci? Le souci, vous voyez, c'est que des entreprises que je maîtrise et qui sont, à mon sens, de bonne qualité, au regard des critères, et qui sont pour la plupart, ça ne veut pas dire que quand je suis dessus, je rejette un œil à nouveau à ces histoires de
de performance financière qui sont mis en avant dans tous les autres logiciels ou tous les autres sites financiers. Ça, à un moment donné, je reviens dessus. Je sais très bien, quand je vais sur mon cimetière en Chine, je ne suis pas sur quelque chose qui va faire de la croissance. Ça, je le sais très bien. Par contre, je sais aussi que je vais faire 12% net de dividendes parce que je l'ai fait depuis 4 ans. Et en général, le problème que j'ai avec mes actions classées par certitude et par qualité, à part ce petit cimetière, eh bien je me rends compte que la plupart des autres, quand moi j'ai fait la valorisation, le marché ne me propose pas de pouvoir investir dedans à 10% de rendement. Donc je pourrais refaire la valorisation, peut-être accepter d'avoir que 4 ou 5% de rendement, parce qu'en fait elles sont... Mais en fait c'est la nature du marché. Ces entreprises-là sont tellement sûres que du coup les gens peuvent les valoriser à seulement 1 ou 2% de plus que les taux sans risque. Et grosso modo, voilà, c'est ce qu'on retrouve sur Costco, c'est ce qu'on retrouve sur Texas Pacific Land, qui loue des terres au Texas pour les mecs qui forent du pétrole. Je veux dire, c'est que de la rente, il y a 99% de marge. Le business model est complètement délirant. 99% de marge, aucune dépense, vous encaissez des loyers sur de la terre. Le problème, c'est que c'est trop cher, mais en même temps, c'est tellement sûr que ça peut quand même être intéressant d'investir à ce prix-là si, compte tenu de la certitude et de la qualité que vous avez établie pour cette entreprise, si à un moment donné, vous souhaitez vous en servir comme quasiment d'un taux de rendement certain, ça ne le sera jamais, c'est de la bourse, mais peut-être à 5% de rendement. Et peut-être qu'à 5% de rendement, Costco, c'est pas trop cher. Peut-être que Texas Pacific Land, c'est pas trop cher à 5% de rendement. Et vous ferez quand même mieux que le livret A. Donc les prix du moment, que moi j'estime trop cher, sont trop chers au regard de mon minimum 10% que je mets dans le décompte de valeur de mon estimation de bénéfices futurs. Pareil, Microsoft, Hermès. Alors Apple, je l'ai rempli tout à l'heure, donc j'ai pas encore le prix de clôture parce que ça se met à jour dans la nuit. Et après j'ai Alibaba, donc voilà, c'est ce qui vous explique un peu aussi, pour ceux qui me suivent, pourquoi je l'investis dans Alibaba depuis 2022. Parce que j'ai pas trop le choix, quoi. C'est en haut de ma liste. Alors évidemment on me dit oui mais c'est pas la meilleure. Bah oui, je suis d'accord avec vous, oui c'est pas la meilleure, mais les autres sont trop chers. Voilà, donc c'est le résultat de ma démarche historique, et elle est structurée, et je sais à quel moment j'ai un point d'entrée, parce que le logiciel va m'expliquer que par rapport à ma valorisation, le dernier cours de la veille est une opportunité. Voilà, moi, Alibaba, en dessous de 156 de valeur, et ça c'est avec marge de sécurité de j'ai peut-être même pris plus que 25%, peu importe. Mais Alibaba à 114, quand elle était à 90 $, je pouvais acheter que ça. C'était en dessous de mon scénario le plus pessimiste. Alors ça ne veut pas dire que je trouve que c'est une entreprise à 100% de qualité. Je peux même pas répondre à toutes les questions sur Alibaba. Pas parce que je me suis pas renseigné, parce que en fait j'ai pas de réponse. C'était une incertitude. Par exemple, l'histoire de comment ça va se passer au niveau de la régulation. Bon, peu importe. C'est une incertitude, je peux pas répondre oui ou non. Donc je sais que je suis pas sûr de moi, mais j'ai tellement de décote que le ratio risque-bénéfice, j'ai toujours considéré en ma faveur. Récemment, voilà, sur le livret A, je l'ai aussi mentionné, j'investis dans LVMH parce que c'est le plus haut de la liste. Est-ce que Hermès est mieux? Oui, Hermès est au-dessus dans ma liste, clairement au-dessus, parmi le top du top, mais c'est trop cher. Voilà. Donc vous comprenez la démarche, on fait l'effort pour chaque action. J'ai mis un petit billet il n'y a pas longtemps sur Nike. Là, elle apparaît en rouge, mais ça se joue à $1. Et Nike, je trouve qu'elle n'a pas une très bonne qualité. Alors là, j'ai vraiment mis 1000 balles parce que je ne savais plus quoi faire. Puis je suis quand même pas mal Bill Ackman. Je suis parfois un gros copieur. Mais parfois, je trouve des trucs où c'est Michael Burry qui me copie le trimestre d'après. Mais voilà. Vous avez compris le principe. Le due diligence, structuré, certitude, qualité, valorisation, constitution de liste, et à un moment donné, en votre âme et conscience,
vous investissez dans des entreprises sur lesquelles vous connaissez les forces et les faiblesses. Voilà, donc c'était une réponse aux commentaires de YOLO sur ma vidéo sur Google qui avait pas mal marché. Alors là, on est sur une nouvelle chaîne. Je suis extrêmement heureux d'avoir déjà eu une douzaine d'abonnés en un jour. Voilà, quand j'avais ouvert ma première chaîne, il avait fallu peut-être 2 mois pour qu'il y ait quelqu'un qui gentiment s'abonne et me commente en me disant bonne chance pour la suite, c'est sympa ce que tu fais. On est déjà à quelques douzaines. On est une douzaine sur cette chaîne. Vous commentez, vous me posez des questions. C'est très long. Vous avez vu le nouveau format. C'est pour ça que j'ai pas fait ça sur l'autre chaîne. Parce que c'est potentiellement insupportable. Voilà, si je parle pendant 1 heure en freestyle, je pense que je vais perdre 95% des abonnés sur la chaîne. Donc là, c'est potentiellement digeste pour, a priori, une trentaine d'entre vous qui sont capables d'encaisser 1 heure de vidéo comme ça. Eh ben, voilà, si vous faites partie des 30 complètement barjots qui sont capables d'encaisser des vidéos comme ça, freestyle, qui prennent un temps fou, alors que je ne suis même pas rentré dans les détails des critères, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Je ne pourrai pas en faire tous les soirs. On verra comment ça se présente. Je ferai aussi des vidéos beaucoup plus courtes où ça sera des tutoriaux pour la chaîne parce que j'ai besoin de les mettre pour le site, parce que j'ai besoin de les mettre en capsule pour aider les gens à comprendre le site à l'intérieur. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Ça a dû être une sacrée souffrance. En revanche, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous remercie pour votre abonnement et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À très bientôt.